Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'absurde chez Camus. Mais faites attention, s'il vous plaît, que nous ne puissions pas aborder le concept de l'absurde entièrement dans une vidéo. Bien sûr, c'est absurde même d'en essayer. On va regarder le premier chapitre du livre intitulé Le mythe de Sisyphe. Elle nous donnerait la racine de ce concept. C'est-à-dire, on va le regarder juste après son épanouissement, autrement dit, comment Camus veut l'introduire. Tout d'abord, un peu de contexte de ce concept. Ce n'est pas la première fois que nous raconterions l'absurde en œuvre de Camus. Au contraire, on le lit dans Pensées de Pascal et surtout dans le livre le plus connu de Kierkegaard, Peur et Tremblant. L'absurde ne veut pas dire illogique. En vie quotidienne, il n'y a pas assez de différence entre être absurde et être illogique. Mais dans les œuvres de Pascal, Kierkegaard et Camus, on peut aussi ajouter Sartre dans cette liste. On y trouve l'absurde comme un état de l'esprit qui est déclenché par l'esprit. Par exemple, Abraham, dans Peur et Tremblant, doit sacrifier son fils en vertu de l'absurde. Cette action va fortifier la foi d'Abraham et lui retournera son fils à ce monde ici-bas. C'est-à-dire, nous voyons Abraham faire tout ce qu'il fait après avoir pensé, après avoir réfléchi, en état, on peut dire, en état de l'absurdité. Ce n'est pas un acte par hasard, et surtout, ce n'est pas un acte fausse. C'est un bon acte chez Kierkegaard grâce à l'absurdité. Le concept de l'absurde a plusieurs de contures. Dans le mythe de Sisyphe, nous ne trouvons pas un prophète, mais un homme qui veut se suicider. Ça nous explique le titre de ce chapitre, l'absurde et le suicide. Camus suit le parcours des réflexions d'un homme qui, intérieurement, lutte contre deux forces, la vie et la mort. On peut les appeler deux expériences aussi, mais il y a une différence très importante entre les deux expériences. On ne peut jamais éviter l'expérience de la vie, et au contraire, on ne peut jamais avoir l'expérience de la mort. Et la personne qui appuie vers la mort va avoir l'expérience qui terminerait toutes ces expériences. Avant qu'on comprenne l'absurde, on doit parler un peu du contexte de ce concept dans le livre Le mythe de Sisyphe. Et pour ça, nous avons besoin de comprendre le mythe et pourquoi et comment l'absurde est lié au suicide et au mythe de Sisyphe. Alors, quel est le mythe? Camus le présente comme ça. Citation. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse en rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé, avec quelques raisons, qu'il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Cette citation apparaît à la fin du livre. Normalement, on aimerait le trouver au début du livre. Après avoir lu le titre Le mythe de Sisyphe, on ne trouve presque rien de tout jusqu'à la fin. Et j'ai envie de dire, c'est absurde. Et qu'est-ce qu'on a au commencement? C'est le suicide et l'absurde. L'expérience de la lecture de ce livre est incroyable. On lit le mot exact qu'on se sent. Nous y trouvons des couches de l'expérience de lecture, de pensée, de philosophie. Camus traite des mots comme esclaves. Et en le faisant, il contrôle nos sentiments. Le mot et le sentiment sont étroitement liés dans ces essais. Mais la question reste,
Pourquoi choisir ce mythe pour expliquer l'absurdité? Nous avons quoi dans ce mythe? Un châtiment en forme de travail inutile. Un rocher est un homme qui est condamné à perpétuité. Oui, bien sûr, mais il y a d'autres mythes qui nous semblent absurdes. Pourquoi le mythe de Sisyphe? On voit Camus qui sourit à ce moment-ci. Elle ressent notre inquiétude et puis explique. Citation. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers de Rondeau à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appel inconscient et secret invitation de tous les visages. Ils sont l'avers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a pas de destinée supérieure, ou du moins, il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. C'est la valeur humaine qui compte. Même l'esprit porte un comportement particulier où il ressent l'absurde, mais ce comportement ne vient pas seulement de l'esprit. Comme on a dit avant, c'est un état de l'esprit. L'absurde surgit quand l'esprit veut expliquer le monde, quand il essaye de faire une relation métaphysique avec le monde. Pour ceci, cette question n'a aucune valeur. Même s'il est condamné, il réussit de considérer ou transformer ce châtiment comme son destin. Il est à l'aise, ou on peut dire bien que les dieux le considèrent comme condamné. Il se considère à être doué du travail qu'il voulait faire depuis toujours. C'est une autre couche de l'absurdité. Mais si on n'y croit pas, on ne pourrait être capable de considérer Sisyphe heureux. Et au contraire, comme dans la dernière ligne du livre, Camus dit très clairement, il faut imaginer Sisyphe heureux. Suite à la dernière ligne, on va directement lire la première ligne. Ça nous peut-être aidera de comprendre un résumé d'absurde de ce livre. Camus, le maître, commence son livre qui a publié au milieu de la Deuxième Guerre mondiale comme ça. Citation. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, c'est le monde à 3 dimensions si l'esprit a 9 ou 12 catégories vient ensuite. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. S'il est vrai, comme le veut Nietzsche qu'un philosophe, pour être estimables doivent prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Est-ce qu'il y a un éloge aussi simple et bref qu'on en a un ici? C'est la philosophie réelle. Camus continuerait à utiliser le mot métaphysique au cours du livre, mais ça ne serait jamais utilisé comme Kant ou Hegel l'avaient utilisé.
Il aborderait ce sujet comme on parle pendant notre vie quotidienne. Ça n'importe pas qui lit la première ligne, soit un philosophe, soit un homme qui n'avait pas lu un mot de philosophie. Chacun peut comprendre la gravité de la situation et il est immédiatement attiré par l'introduction. Il n'y a pas de gros contexte afin d'expliquer les arguments du problème. Camus commence par une phrase simple et surtout dangereuse. Et deuxièmement, on trouve ici l'importance de gestes quotidiens. Il suivrait seulement la conduite d'un homme absurde, comme il explique ici. Citation. Le sujet de cet essai est précisément ce rapport entre l'absurde et le suicide, la mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. On peut poser un principe que pour un homme qui ne triche pas, ce qu'il croit vrai doit régler son action. La croyance dans l'absurdité de l'existence doit donc commander sa conduite. C'est une curiosité légitime de se demander, clairement et sans faute pathétique, d'accord, si une conclusion de cet ordre exige que l'on quitte au plus vite une condition incompréhensible. Je parle ici, bien entendu, des hommes disposés à se mettre d'accord avec eux-mêmes. On voit ici que ce ne soit pas la question d'aborder le suicide seulement comme un acte métaphysique. Il explique que cet acte vient avec une conduite particulière. C'est-à-dire, il va essayer de comprendre comment un homme puisse être convaincu d'une condition incompréhensible et continuer à vivre. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce qu'il doit quitter cette condition par se tuer à ses mains? Ou il doit continuer à vivre? On va regarder maintenant comment cette condition est même décisive. Il est condamné jusqu'à jamais et il n'a pas de choix. Mais pensez-vous, est-ce que vous avez de choix? Certainement, ça nous semble raisonnable que la condition décisive soit plus forte que la nôtre. Il n'a pas de choix. Mais nous avons le choix de terminer ce déroulement unique du monde. Mais monsieur Camus, quel est le vrai problème? À cette introduction simple, donnez-nous pourquoi on ne trouve pas de logique dans cette vie. C'est facile de vivre avec la logique, non? Camus étant Camus nous arrête tout de suite. On passe le jugement sans penser. On ne comprend pas exactement comment cet homme qui se décide dans l'esprit de porter le comportement en commun et en même temps arrondissait la pensée du suicide. Camus continue. Il faut tout écarter, aller droit vers le problème. On se tue parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà une vérité sans doute, inféconde cependant parce qu'elle est truisme. Mais est-ce que cette insulte à l'existence, ce démenti ou on la plonge vient de ce qu'elle n'a point de sens? Est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide? Voilà ce qu'il faut mettre à jour pour suivre et illustrer en écartant tout le reste. L'absurde commande-t-il la morte? Il faut donner à ce problème le pas sur les autres, en dehors de toutes les méthodes de pensée et des jeux de l'esprit désintéressé. Les nuances, les contradictions, la psychologie qu'un esprit objectif s'est toujours introduit dans tous les problèmes n'ont pas leur place dans cette recherche et cette passion. Il y faut seulement une pensée injuste, c'est-à-dire logique. Cela n'est pas facile. Il est toujours aisé d'être logique. Il est presque impossible d'être logique jusqu'au bout. Les hommes qui meurent de leurs propres mains suivent aussi jusqu'à sa fin la pente de leurs sentiments. La réflexion sur le suicide me donne alors l'occasion de poser le seul problème qui m'intéresse. Y a-t-il une logique jusqu'à la mort?
Je ne puis le savoir qu'en poursuivant sa passion désordonnée dans la seule lumière de l'évidence. Le raisonnement dont j'indique ici l'origine, c'est ce que j'appelle un raisonnement absurde. Beaucoup l'ont commencé. Je ne sais pas encore s'ils sont tenus. Le problème fondamental de la philosophie, c'est le suicide. Et la question fondamentale, c'est simplement, y a-t-il une logique jusqu'à la mort? On lui a demandé de déchiffrer la logique pour nous. Mais ici, il nous pousse de considérer, au contraire, est-ce que nos actes ont vraiment une logique? Ou on l'a créé à chaque pas pour échapper à cette pensée du suicide? Nous sommes jetés dans le monde avec aucune règle, aucune instruction, aucune Bible. Mais au fond, nous partageons avec d'autres une seule condition, être humain. Du début de la vie jusqu'à sa fin, c'est la valeur humaine qui nous éloigne de se tuer. Sartre disait l'existence précède l'essence et on remplit l'existence avec l'essence lentement pour en donner le sens. Chez Camus, il n'y a un être humain que ce qui possède la valeur humaine au fond. C'est la valeur humaine qui est au fond de l'espoir. C'est la valeur humaine qui arrête nos mains à prendre le pistolet. C'est la valeur humaine qui est au-dessus de règles qui règnent ce monde ici-bas. Soit ceux qui viennent de la science, soit ceux qui viennent du roi. C'est la valeur humaine qui compte, je répète. Je vous laisse en réfléchir et vous dis au revoir avec ces mots de Camus qui sont les dernières de la première chapitre. Citation. La ténacité et la clairvoyance sont des spectateurs privilégiés pour ce jeu inhumain où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leurs répliques. Cette danse à la fois élémentaire et subtile, l'esprit peut alors en analyser les figures avant de les illustrer et de les revivre lui-même. Merci beaucoup tout le monde.